imagine, tu mènes ton étude épidémiologique dans laquelle tu évalues la relation entre la consommation du café et les maladies cardiaques, par exemple la cardiopathie. Alors, après avoir mené tes différents tests statistiques, tu conclus qu'il y a une association entre la consommation du café, de la caféine, et des maladies cardiaques, sans prendre en compte d'autres facteurs en considération. Par exemple, il est possible que parmi les personnes exposées, donc ceux qui consomment du café, qu'il y ait des personnes également qui prenaient du tabac, qui prenaient de la cigarette. Et comment est-ce que tu pourras conclure que voilà, la cardiopathie, les maladies cardiaques, son facteur de risque, c'est la consommation du café. Pourquoi est-ce que ça ne serait pas, par exemple, le tabagisme? Alors tu vois, tu auras mené ton étude sans prendre en compte ce qu'on appelle les facteurs de confusion. Et c'est de ça qu'on en parle dans cette vidéo de façon assez détaillée. Bonjour les amis, bienvenue sur Parlons de santé publique, bienvenue sur cette chaîne YouTube où nous parlons de plusieurs sujets qui concernent la santé publique. On parle d'épidémiologie, on parle de santé environnementale, on parle de démographie en santé, on parle de surveillance épidémiologique, on parle d'infodémiologie. En fait, on parle de tout ce qui peut te permettre d'apprendre davantage sur la grande discipline qu'est la santé publique. Je partage également mes expériences en santé publique. On développe, comme on le fait pour cette vidéo, des concepts de santé publique. Et aujourd'hui, on va faire une analyse sur un facteur, sur voilà, un concept en épidémiologie qu'on appelle les facteurs de confusion. Donc, si tu es intéressé d'apprendre et de nous suivre, je t'encourage à t'abonner, à activer la cloche de notification, à liker et à partager la vidéo si elle t'intéresse. Sache également que Parlons de santé publique, ce n'est pas seulement une chaîne YouTube, c'est également une plateforme digitale dans laquelle nous offrons plusieurs services d'accompagnement aux chercheurs, aux étudiants sur la rédaction de leur protocole d'études, l'analyse de leurs données, également la relecture de leurs documents. Donc, nous avons une équipe de plusieurs professionnels répartis partout dans le monde que nous pouvons mettre à ta disposition. Si jamais tu nous sollicites pour ces services-là, il suffit simplement de nous contacter à travers notre adresse email qui se retrouve dans la description de cette vidéo. Alors les amis, aujourd'hui on parle d'un concept d'épidémiologie qui est très intéressant qu'on va découvrir. Il s'agit des facteurs de confusion. Généralement, si vous avez déjà eu à mener une étude épidémiologique, ok, pour rechercher l'association qui existe entre deux variables, ok, il y a de fortes chances que tu aies loupé d'intégrer les facteurs de confusion. Si tu es voilà, si tu faisais cette recherche là de façon novice, mais si tu es déjà assez expérimenté, je pense que tu as pris cela en compte. Mais on va essayer de voir dans cette vidéo c'est quoi un facteur de confusion et surtout comment est-ce qu'on peut mener notre étude en prenant en compte ces différents facteurs de confusion là. Alors on va aller droit dans le plat. Les facteurs de confusion, c'est ce que j'ai évoqué tout à l'heure, c'est-à-dire un facteur qui peut empêcher de tirer des conclusions sur la relation qui existe entre le facteur de risque étudié et la maladie. Par exemple, si on veut mener notre étude dans laquelle on veut rechercher s'il existe une association entre la cardiopathie et voilà, un facteur comme par exemple la consommation du café qui est dans notre exposition, il est possible qu'il y ait d'autres facteurs qui soient associés à la cardiopathie que nous n'avons pas pris en compte dans notre étude. Ce sont ces facteurs-là qu'on appelle les facteurs de confusion. Alors, pour être beaucoup plus précis, ce qu'on peut savoir, c'est que dans notre étude, on a, comme on le sait, des études épidémiologiques qui recherchent l'association des variables. Et on a notre maladie, c'est-à-dire les maladies cardiaques. Et de l'autre côté, on a l'exposition, c'est-à-dire la consommation du café. Alors, la consommation du café peut également être, voilà, ceux qui consomment le café, ceux qui sont exposés, qui consomment le café également. Parmi eux, il y a des personnes aussi qui consomment de la cigarette. Et on sait bien que la cigarette est associée à la cardiopathie ou alors aux maladies cardiaques. Et si on ne prend pas en compte cela, on pourra de façon erronée conclure qu'il existe une association entre la consommation du café et la cardiopathie, alors qu'en fait, l'association se retrouve plutôt au niveau du tabagisme et de... voilà, en fait, c'est le tabagisme qui est associé à la maladie cardiaque. Et donc, c'est ce qu'on appelle un facteur de confusion, un facteur qui va pas nous permettre de pouvoir
voilà, rechercher, dire effectivement s'il y a bel et bien association entre le facteur de risque étudié et la maladie qu'on étudie. Donc, ça, c'est des éléments très importants à prendre en compte lorsqu'on ne fait pas ce qu'on appelle, on ne sépare pas bien évidemment les différentes expositions avec les facteurs de confusion. On peut de façon erronée penser qu'il y a association entre ces différents éléments-là. Ce qu'on peut comprendre déjà, c'est que le terme confusion, c'est un mot qui vient du latin qui signifie confondere. Moi qui étudie également un peu d'italien, confondere, c'est également un mot italien qui signifie voilà, mélanger ensemble. Okay? C'est-à-dire on mélange plusieurs choses ensemble. Et l'influence du phénomène de confusion, ça peut être très considérable, c'est-à-dire on va changer le sens apparent d'une association, c'est-à-dire en fait il n'y a pas d'association entre la consommation du café et la cardiopathie. En fait, la vraie association, c'est entre le tabagisme et la cardiopathie. Mais, étant donné qu'on n'a pas pris en compte ce facteur de confusion dans notre étude, on va conclure de façon erronée qu'il existe association entre la consommation de café et donc la cardiopathie. Donc, c'est donc cela, comme cela qu'on peut comprendre ce qu'on appelle le facteur de confusion. Et ce qu'on peut comprendre aussi, c'est que c'est vraiment embêtant si dans notre étude on n'intègre pas cela de façon assez claire. Et voilà, ce qui est intéressant, c'est que dans cette vidéo on va voir toutes les étapes qu'on peut utiliser pour essayer de lutter contre ça. Donc ce qu'on va voir déjà, c'est on va garder cette image là en tête pour bien comprendre association entre la consommation du café et la cardiopathie. Mais il y a également le facteur de confusion qui est quoi? Qui est le tabagisme. Alors, ce qu'on doit comprendre, c'est qu'il y a beaucoup d'autres variables qui peuvent être facteurs de confusion. Okay? On a par exemple l'âge, on a la classe sociale qui, dans la plupart des cas, dans les études épidémiologiques qu'on va mener, sont également des facteurs de confusion. Par exemple, si on veut voir une association entre l'hypertension artérielle et les cardiopathies coronariennes, okay? Ça peut, on peut conclure de façon erronée sans prendre en compte d'autres facteurs de confusion, par exemple l'âge, qui aussi peut être associé aux maladies coronariennes. Et si on ne prend pas ça en considération, on va se dire que voilà, il y a effectivement une association entre l'hypertension artérielle et les maladies coronariennes, sans nuancer en fonction des facteurs de confusion. Alors, vous voyez à quel point on peut comprendre que les facteurs de confusion peuvent être véritablement, voilà, on peut être très confus si on ne prend pas en compte les facteurs de confusion. Je fais cette répétition pour qu'on essaie bien de comprendre qu'il y a à quel point ça peut être très, très embêtant. Alors, pour ne pas prendre beaucoup plus de temps, pour que cette vidéo ne dure pas, on va aller directement à la deuxième partie de cette vidéo qui est pour moi la plus importante, c'est comment est-ce qu'on peut tenir compte des facteurs de confusion dans notre étude. Alors, ce qu'on va retenir déjà, c'est qu'on va tenir compte de ces facteurs de confusion-là à deux niveaux. Déjà au niveau de la conception de l'étude, okay, et au niveau de l'analyse de nos résultats. Alors, au niveau de la conception de l'étude, on va faire ce qu'on appelle par exemple la randomisation. On peut faire également la restriction de la population d'études, ou alors on peut faire tout simplement ce qu'on appelle l'appariement. Ça, c'est au niveau de la conception. Au niveau de l'analyse, on peut faire la stratification. On peut également faire une modélisation statistique. Alors, on va commencer au niveau de la conception de l'étude. Lorsque vous concevez votre étude épidémiologique, vous devez mettre en place ce qu'on appelle la randomisation et le faire de façon assez spécifique. Alors, la randomisation, c'est-à-dire on va sélectionner des éléments, okay, de façon hasardeuse, okay, et il faudrait que ce soit distribué de façon inégale, c'est-à-dire les éléments qu'on va récupérer dans la population pour constituer notre échantillon doit être fait de façon, ce qu'on appelle en anglais randomized, c'est-à-dire de façon en mettant en place effectivement voilà, le hasard dans la sélection de notre échantillon. Et c'est donc une méthode très essentielle pour faire en sorte que nos facteurs de confusion soient à peu près identiques, parce que si on a au niveau de notre échantillon des groupes, par exemple si on compare le groupe des exposés, le groupe des non exposés, okay, si notre facteur de confusion est réparti de façon égale ou alors à peu près égale entre ces deux groupes là, on est sûr que on ne va pas retrouver une association entre ces différents éléments là. Donc la première
chose qu'il faut prendre en compte, c'est la randomisation, c'est-à-dire en faisant en sorte que les échantillons soient sélectionnés de façon hasardeuse. La deuxième façon dont on peut prendre en compte, c'est la restriction. La restriction, c'est-à-dire on va limiter l'étude seulement aux populations qui présentent les caractéristiques particulières à étudier. Par exemple, dans le cas que je viens de prendre, on va s'assurer que les personnes exposées soient essentiellement ceux qui ont consommé de la caféine. On ne va pas prendre ceux qui consommaient par exemple de la cigarette. On ne va pas prendre ceux qui étaient exposés au tabac dans notre population des exposés. Okay? Dans notre exposition, on ne prendra pas des personnes qui étaient exposées au tabac. Ça, c'est une deuxième façon lors de la construction de l'étude d'éviter les facteurs de confusion. Et la troisième façon d'éviter ces facteurs de confusion, là, c'est l'appariement. L'appariement, c'est-à-dire qu'on va, on va s'assurer, par exemple, que dans une étude, si on prend le cas, par exemple, d'une étude 4 témoins, on va s'assurer que chaque cas aura son témoin qui a pratiquement les mêmes caractéristiques que lui, que ce soit les caractéristiques de sexe et caractéristiques d'âge. N'oubliez pas, comme je vous l'ai dit, l'âge, le sexe, la classe sociale et d'autres variables peuvent également être considérés comme des facteurs de confusion. Donc, pour limiter cela, lorsqu'on va mener par exemple notre étude cas témoins, on va s'assurer que les cas et les témoins aient des caractéristiques assez similaires. Ça veut dire que chaque cas aura un témoin qui a les mêmes caractéristiques d'âge et de sexe. Donc, ça va permettre de limiter ces différents éléments. Donc, on a donc vu au niveau de la conception de l'étude, comment est-ce qu'on peut limiter les facteurs de confusion en faisant l'appariement, en faisant la restriction et bien évidemment en faisant la randomisation. Maintenant, si on n'a pas pu prendre en compte ces différents éléments-là au niveau de la conception de l'étude, comme ça peut être le cas dans la plupart des cas, lorsqu'on mène de grandes études, on va prendre cela en considération au niveau de l'analyse et en faisant ce qu'on appelle la stratification, c'est-à-dire que lors de l'analyse, on va tenir compte du fait qu'il y ait des facteurs de confusion. Par exemple, on peut faire appel donc à la stratification, qui est une technique qui va consister à mesurer la force de l'association au sein des catégories bien définies, des catégories particulières bien définies de façon homogène, ce qu'on appelle des strates. C'est-à-dire on va par exemple vérifier l'association au niveau par exemple des hommes. Okay? On va mesurer l'association au niveau des femmes. Okay? Ça c'est par exemple pour la variable sexe. Et pour chaque variable, dans chaque catégorie des variables, on va mesurer l'association à ces différents niveaux-là. Et ensuite, on va faire ce qu'on appelle la moyenne pondérée de ces différentes estimations établies pour chaque strate pour voir évidemment s'il y a une association. Ça va permettre d'éviter voilà, de mettre ces facteurs de confusion dans notre analyse. Donc, la stratification, c'est assez simple lorsqu'on le fait dans notre analyse. Maintenant, il peut arriver que cette technique de stratification soit limitée parce que la taille de l'échantillon n'est pas assez grande. Okay? On ne peut pas prendre en compte simultanément plusieurs facteurs de confusion parce que, comme je vous ai expliqué, on va faire la stratification, c'est-à-dire qu'on va voir dans chaque strate, dans chaque catégorie des variables, on va faire l'analyse. Et si l'échantillon n'est pas assez grand, bien évidemment, on ne pourra pas faire cela parce que les résultats ne seront pas assez, voilà, on ne pourra pas tirer de véritables conclusions avec ces résultats. Et donc, on peut faire également une modélisation statistique qui va permettre d'utiliser plusieurs variables afin de tirer ces différents résultats-là. Donc, peut-être je pourrais faire une autre vidéo pour que celle-ci ne prenne pas assez de temps pour revenir beaucoup plus sur la modélisation statistique dans notre analyse pour la prise en compte des facteurs de confusion. Alors les amis, c'est ce que je voulais partager avec vous dans cette vidéo. N'oubliez pas, lorsque vous menez vos études épidémiologiques, lorsque vous recherchez l'association entre les différentes variables, qu'il est possible qu'il y ait des facteurs de confusion, donc on doit en prendre connaissance. Okay? Et si vous ne l'avez pas voilà, prise en compte lors de la conception de votre étude, vous pouvez prendre en compte cela lors de l'analyse de vos résultats. Dites-moi les amis en commentaire si cette vidéo vous a aidé. Est-ce que vous avez d'autres éléments à partager par rapport à cette thématique que nous évoquons aujourd'hui? Je suis curieux de vous lire dans la rubrique commentaires. Si la vidéo vous a plu, vous donnez un like. Également, vous pouvez partager si vous pensez qu'elles peuvent aider d'autres personnes qui font dans la recherche en épidémiologie. Nous, on se redit à une prochaine vidéo. N'oubliez pas,
Sentez-vous bien.